Bonjour et bienvenue pour le GaiaCast épisode 205 et aujourd'hui un épisode spécial, je suis avec Marie. Bonjour, mais vous ne m'entendrez pas beaucoup je pense. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est une interview de Jean-Marc l'Officier. Alors effectivement, c'est une interview où vous n'allez pas beaucoup nous entendre, alors surtout pas Marie, mais moi un tout petit peu. Oui, je n'étais pas là, mais Voilà, j'ai hâte d'écouter ça. Voilà, t'as hâte d'écouter ça. Donc c'est une interview de Jean-Marc l'Officier que j'ai réalisée par téléphone parce qu'il habite dans le sud de la France et on n'avait pas l'occasion d'y aller, mais on y ira, c'est prévu. On ne sait pas encore quand, à quelle date, mais c'est prévu. On y ira, mais en tout cas, en attendant, il y a une interview où il va vous parler de sa relation avec Doctor Who et en quoi c'est un gars vachement important pour le Whooniverse. Tout à fait. Donc bonjour monsieur Jean-Marc Officier, merci de bien vouloir participer à cette interview pour Galifrance. Merci de m'interviewer. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je dois bien avouer que dans le milieu du fanzine ou dans le milieu du livre de fiction français, on te connaît un peu, tu as un nom quand même connu, au niveau des comics aussi. Mais pour Doctor Who, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, absolument. Effectivement, je n'ai pas intervenu sur Doctor Who depuis des décennies. Donc, je comprends tout à fait que pour les fans qui sont arrivés, en particulier avec la nouvelle série Chris Eccleston, etc., il s'est jamais entendu parler de moi. Ma dernière intervention a été avec le téléfilm de Paul McGann. Ah oui. Donc, oui, puisque ça a donné naissance au bouquin The Nth Doctor, qui a fait le récapitulatif de tous les projets de films intermédiaires qui n'ont pas abouti entre la fin de la série originale et le téléfilm américo-produit avec les Américains, avec Paul McGann. Donc effectivement, mon intervention sur Doctor Who remonte plutôt aux années 80, c'est-à-dire tout ça ne nous ramène pas hier. Effectivement. Alors je pense que tu dois être le premier à avoir écrit un dossier dans un magazine sur Doctor Who en expliquant en détail ce que c'était pour le public français et surtout très détaillé au niveau du nombre d'épisodes, de qui produisait et ainsi de suite. Comment ça t'est venu l'idée de faire ce dossier Alors là, on remonte encore plus loin dans le temps. C'est de la véritable archéologie. C'est-à-dire qu'il y avait dans les années 70, il y a toujours d'ailleurs un magazine très respectable qui s'appelle L'Écran Fantastique et qui a commencé en fanzine et qui était produit et édité par mon ami Alain Schlokoff. Et l'Écran Fantastique, après sa période fanzine, est revenu sous une présentation à dos carré, couverture glacée, qui est encore, de mon point de vue, la présentation la plus superbe qu'il ait jamais eue au cours de son existence. Et il est revenu, je vais dire, aux alentours de 76 ou 77. Tout ça est très vieux. Et à l'époque, donc, je me suis mis à collaborer à l'Écran Fantastique, d'abord en faisant des critiques, comme beaucoup de monde. J'avais collaboré au fanzine Lunatique de Jacqueline Osteras auparavant, qui était de la science-fiction. Mais surtout, j'allais en Angleterre assez souvent, et donc Alain Schlokoff m'avait confié la tâche d'interviewer différentes personnes. J'ai par exemple interviewé le réalisateur Michael Winner, etc. Et j'ai également, à la même époque, collaboré au magazine publié par Dave Skin, qui est une grande figure du comics anglais, qui s'appelait House of Hammer. Donc, j'étais assez bien incrusté dans ces milieux de la science-fiction, cinéma, télévisuel. Et étant moi-même un grand fan de cette série, j'ai eu l'idée de proposer à Alain Schlokoff de faire un dossier sur Le Prisonnier, qui a été publié dans le numéro 4 de l'Écran Fantastique. Et par dossier, j'entends un article approfondi, un making-of, si vous voulez, comme on dirait en anglais, avec un épisode guide
Et alors, il faut savoir qu'à l'époque, les cassettes vidéo n'existaient pas, sauf des gros machins qui étaient utilisés dans l'industrie de la télévision, hein. Mais les cassettes personnelles n'existaient pas. Et également, les ordinateurs traitement de texte n'existaient pas non plus. On travaillait sur des machines à écrire avec des feuilles de carbone. Je ne sais même pas si les gens savent encore ce que c'est. Et bref, les recherches étaient extrêmement difficiles. Dans un premier temps, il fallait contacter la société de production, espérer qu'ils n'allaient pas vous foutre dehors à coups de pied, parce que bon, l'écran fantastique, c'était quand même pas le Figaro ou le Monde, hein. Mais enfin, bon, c'était quand même la France, un gros marché. On a eu une coopération totale. En plus, obtenir des photos était une galère pas possible. Comment illustrer l'article à l'époque? Il fallait obtenir des photos. Alors, il y avait à Los Angeles des boutiques qui revendaient des photos de press kit, etc. Mais c'était plus pour le film que pour la télé. La télé, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a obtenu une coopération vraiment formidable du bureau de ITV à Paris. La BBC. Et on a... non, le prisonnier. Ah oui, pour le prisonnier, ITV. oui. Et on a fait un dossier qui a été vraiment superbe. D'ailleurs, il a été repris par le Festival de Metz dans un de leurs programmes. Et fort du succès de ce dossier dans l'écran fantastique, j'ai dit à Alain Chocoff, écoute, ça m'intéresserait de poursuivre en couvrant des séries télé légendaires dans les pays anglo-saxons qui ne sont pas passées en France. Donc, le deuxième dossier, sans surprise, a été consacré à Star Trek, qui est paru dans le numéro 8 de l'écran fantastique. Bon, je ne vais pas revenir sur la chose, sinon pour dire que là aussi, les correspondants, enfin les bureaux de Paramount à Paris, très désireux de vendre Star Trek en France, parce qu'il était sorti au Canada dans une version doublée canadienne qui faisait rigoler les Français. Et à l'époque, il n'y avait pas de Star Trek en France. Et c'était même avant le premier film, Star Trek de Motion Picture, tu sais, de Robert Wise. Donc, vraiment, on bénéficiait quelque part du fait que les boîtes de distribution étrangères en France étaient désireuses de percer le marché français. Et de ce point de vue-là, aider l'écran fantastique à faire un dossier dont ils se servaient ensuite dans leur propre dossier de presse ne pouvait que faciliter les choses, n'est-ce pas? Bon, après Star Trek, on a fait, quand je dis on, je veux dire j'ai fait les deux séries principales de Rod Serling, c'est-à-dire La Quatrième Dimension et Night Gallery. Alors, là, c'était plus coton, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de représentants en France qui trustaient ces séries-là. Mais par contre, entre-temps, j'avais déménagé, j'étais parti vivre à Los Angeles, ce qui fait que j'ai pu rassembler de la documentation sans trop de difficultés en faisant appel à des sources américaines. Toutes ces séries-là, est-ce qu'elles étaient déjà connues en France ou vraiment? Alors, la quatrième dimension, Twilight Zone, avait eu quelques épisodes qui étaient passés à la télé française aux alentours de 64-66, sans aucun succès, ce qui est lamentable. Et le seul magazine à en avoir parlé, c'était la revue Fiction. Et puis, quant à Night Gallery, non. Ça aurait dû passer en principe avec le Sixième Sens, dans l'émission de Guy Lux qui passait le samedi après-midi, mais ils avaient jugé ça trop effrayant pour le public français, et donc ils l'avaient sabré. On en apprend des choses. Oui. Hein. Oui, parce que je ne savais pas du tout pour la diffusion de cette série. Voilà. Alors, je te rappelle qu'on est en 1978, à peu près. Hein. Bon. Alors, après Twilight Zone, après Rod Serling, quelle autre prochaine série télé légendaire pouvais-je faire? Et la réponse qui s'imposait, c'était Doctor Who. Doctor Who, que j'avais vu en Angleterre de façon très épisodique. Mon premier épisode de Doctor Who que j'ai vu était un épisode de Green Death avec John Pertwee.
J'avais vu des épisodes Planet of the Spiders. J'avais assisté à l'arrivée de Tom Baker dans Robot. Et j'avais vu Mask of Mandragora. Qui se passe à Porte-Moyen en plus. Et, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivé aux États-Unis, Doctor Who, les épisodes de Robot à Invasion of Time passaient en boucle sur une chaîne. Tu sais, aux États-Unis, tu as les chaînes principales et puis après, tu as des tas de petites chaînes, des canaux locales. Alors, je crois que ça passait sur une chaîne locale qui était soit la chaîne 52 ou 58, j'ai oublié. Bref. Donc, ça m'a permis de voir dans un ordre cohérent tous les épisodes de Robot à Invasion of Time. Donc, je me sentais prêt à, affronter Doctor Who. Note qu'à l'époque, j'étais quand même d'une ignorance noire parce que j'avais vu les films avec Peter Cushing, mais enfin, William Hartnell, Patrick Troughton, je savais qu'ils avaient existé, mais guère plus. Oui, c'était impossible de voir des épisodes à cette époque-là. Bien sûr, il n'y avait rien. Et contrairement à Star Trek, où il existait un bouquin, Star Trek Concordance, par mon ami Bijo Trimble, qui est un bouquin de fanique publié par des fans, vendu à des fans, il n'y avait aucun bouquin sur la télévision fantastique, honnêtement. Il y avait un bouquin américain, Fantastic Television, très bien d'ailleurs, remarquable, mais il consacrait 12 lignes à Doctor Who en appendice. Donc, si tu veux, ça n'était d'aucune aide. Ça a été d'une aide précieuse pour vérifier les épisodes guide de Night Gallery, qui étaient très difficiles à reconstituer. Mais pour Doctor Who, que dalle. Alors, à l'époque, on avait une petite société. Aux États-Unis, quand tu fais du business, tu as intérêt à te mettre en société. On avait une petite société, donc on avait du papier à lettres en tête. Ça la fout bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En 1979, je pense, j'ai écrit à Terence Dix et à la BBC. J'ai envoyé une copie de l'écran fantastique. Donc, si tu veux, quand même, c'était crédible. Et Terence Dix m'a dit, il a vu arriver une lettre des États-Unis avec le nom d'une société de production dessus. Donc, tout de suite, il s'est empressé d'ouvrir ça parce que de leur point de vue, c'est... Alors là, écoute, c'était formidable parce que j'ai été reçu à bras ouverts. D'abord, j'ai appris par la suite que la BBC, le bureau de Paris, était désespéré de ne pas avoir pu vendre Doctor Who en France et s'accrochait à n'importe quel radeau qui passait pour essayer de promouvoir leurs produits. Donc, ils ont donné un avis dithyrambique en disant, alors à l'époque, il y avait une secrétaire de production, le producteur était Graham Williams, et la secrétaire de production s'appelait Jane Judge. Donc, le bureau de France a poussé de toute leur force, et ils ont dit, il faut aider ce type-là. Ça va être formidable. Donc, Terence Dix, ravi, on a fait une interview par lettre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, et les communications téléphoniques coûtaient très cher. Et moi, je travaillais au Crédit Lyonnais dans la journée, je ne me voyais pas faire une interview avec Terence Dix en plein milieu de mon activité de banquier. Bon, déjà, c'était bien, j'avais accès à une IBM électrique et une photocopieuse. Il ne faut pas trop se plaindre. Bon, donc, qu'est-ce qu'a fait la BBC? C'est incroyable quand j'y pense. Alors, il n'avait rien de cohérent sur Doctor Who. Qu'est-ce qu'a fait Jane Judge? Elle est partie dans les archives et elle m'a photocopié, c'est assez invraisemblable, toutes les fiches qu'ils avaient sur tous les épisodes depuis le début. C'était, c'était pas des trucs destinés aux fans, c'était des trucs où tu avais les noms des intervenants, tu vois, Oui, enfin, c'est des espèces de fiches de PABS, Program as Broadcast. C'est les feuilles qui... Oui. Voilà, alors, en passant, j'ouvre une parenthèse ici, il y avait des fois des orthographes qui n'étaient pas correctes dans ces fiches dont j'ai hérité et qui a fait l'objet de débats pendant une dizaine d'années. Bon, bref, j'ai reçu un immense carton
de documents de la BBC. Le bureau à Paris s'engageait à envoyer toutes les photos dont on avait besoin. Et sur une machine à écrire, j'ai écrit le dossier qui consistait à un long article en français, qui est celui que tu as lu dans l'Écran fantastique, et ensuite un long épisode guide qui couvrait jusqu'à Invasion of Time, donc de William Hartnell, enfin de Unearthly Child à Invasion of Time. Et par masochisme, j'avais fait un dictionnaire des personnages principaux, du style 2-3 personnages capitaux par épisode. Alors, jusque-là, on doit être en 1980. Là, il y a deux branches. On va finir avec l'Écran fantastique. Alain Chocoff a vu arriver sur son bureau un manuscrit qui devait faire, je sais pas moi, 200 pages. Bon. Sur un sujet totalement inconnu en France, qui n'était pas vraiment susceptible d'intéresser les Français de son point de vue. Alors, il a beaucoup hésité avant de publier ça. Honnêtement, moi, j'ai vu le moment où mon dossier allait passer à la trappe, et je me suis un peu battu, et il a fini par publier ça avec retard, en 2 parties, juste l'article et un résumé de l'épisode guide. C'était vraiment tout ce qui pouvait me consacrer sur un sujet aussi obscur du point de vue des Français. Bon, ça met fin à l'aspect écran fantastique, n'est-ce pas? Bon, par contre, parallèlement à ça, par courtoisie, j'ai envoyé dans un classeur à 3 anneaux, tu sais, j'ai envoyé une copie du dossier entier, parce que tu fais souvent ça, c'est poli, à la BBC et à Terence Dix. Et ce classeur, je me rappelle, il était vert. Ce classeur est resté dans les bureaux de la production et a été la Bible de Jonathan Turner pendant des années. Oui. Bon. Et parallèlement à ça, Terence Dix, qui est devenu un mentor et un ami, on pourra en parler, Terence Dix, qui était le principal, sinon le seul pratiquement auteur des novélisations Doctor Who chez Target, l'éditeur s'appelait en fait W.H. Allen. Il a été voir l'éditrice de Target, qui s'appelait Christine Donouger, qui est par la suite devenue une traductrice franco-anglais renommée en Angleterre. Et il lui a foutu mon dossier sous les yeux en disant « Tu sais, à mon avis, il y aura un marché pour ça. » Et c'est comme ça qu'est né le Doctor Who Program Guide, parce qu'un jour, je reçois un courrier de Christine Donouger qui me dit « Vous savez, ça nous intéresserait de publier votre truc en anglais. » Alors que je n'avais rien demandé, j'ignorais tout de ces tractations-là. Donc, j'ai dit à Christine Donouger, écoutez, tel quel, c'est pas ce que je souhaiterais voir publié en anglais, donnez-moi 3 mois pour approfondir et réécrire un peu tout ça. Et en particulier, compléter les index, etc. Et de là est né, je crois, fin 80, il faudrait vérifier, les 2 volumes du Doctor Who Program Guide. En particulier, on avait pris la décision de conclure la période Tom Baker. Donc, il fallait rajouter la dernière saison qui finissait avec Logopolis. Et je suis retourné en Angleterre. À l'époque, Jonathan Turner était producteur. Il a d'ailleurs écrit une petite préface à la première édition, je crois. Enfin bref, on m'a remis un carton entier de scripts et de documents qui couvraient la dernière saison, et je me revois indexant tout ça dans l'avion qui me ramenait à Los Angeles. Et donc, c'est comme ça qu'est né le Doctor Who Program Guide, qui a au moins 2 mérites. Le premier, c'est que ça a été le premier bouquin publié, pas uniquement en fanzineux, mais publié par un véritable éditeur sur une série télé.
il y avait le Making of Doctor Who, mais ça s'adressait vraiment aux gosses. Et c'était pas vraiment un bouquin, document trop sérieux, quoi, en quelque Oui, sorte. c'était plus un résumé pour expliquer, pour montrer un peu. Voilà. Et deuxièmement, l'expression Program Guide n'existait pas avant nous, c'est nous qui l'avons créé, probablement en liaison avec Christine Doneger pour trouver un titre. Et surtout, comme je mentionnais à un moment donné, c'est nous, enfin en l'occurrence c'est Randy, qui a inventé l'expression Universe. Oui, effectivement, qui apparaît dans la préface. Qui apparaît pour la première fois dans le Doctor Who Program Guide, dans le tome 2. Oui, et qui apparaît dans la préface du recueil, en fait, qui a été republié après. Oui. Donc voilà mes origines, et depuis, Doctor Who ne m'a jamais lâché. Ah, c'est super intéressant. C'est assez marrant parce que tu t'es retrouvé presque au moment où la série aussi a changé avec l'arrivée de John Nathan Turner à la tête de la série. C'est assez intéressant qu'il ait utilisé ton travail en fait comme base, parce que c'est quelque chose en fait qui lui a été un peu reproché, c'est de vouloir trop prendre en compte le passif de la série. Je suis en particulier responsable du problème de la datation du NIT avec Mawdryn Undead. Ben oui, parce qu'il s'est reposé sur ma vision des choses, et qui n'est pas forcément celle de tout le monde, qui était que les histoires du NIT se déroulaient plus ou moins à l'époque où elles avaient été écrites, on va dire 1 an après leur écriture, et pas 10 ans plus tard. Et donc, du coup, quand il a incorporé ces éléments dans Mawdryn Undead, il a créé un rift dans la continuité qui, depuis, fait l'objet de beaucoup de controverses. Donc, en majeure partie, c'est de ma faute. Oui, mais il y avait pas, c'était déjà assez peu clair dans les années 70, et c'est quelque chose qui avait été aussi abandonné. C'est vrai que les premières saisons de Pertwee sont censées se passer dans les années 80, mais progressivement, c'est abandonné en fait au cours de la période Pertwee. Donc même là, à ce niveau-là, c'est pas clair. Oui, la saison actuelle, enfin la série actuelle, sous l'impulsion de Russell T. Davies, a adopté l'idée qu'à part certains événements clés, la trame temporelle est mobile en quelque sorte. Et donc, c'est aussi mon optique dans mes comic books. Et donc, en fait, il ne s'obsède pas sur une datation fixe. Marvel avait déjà été arrivé à la même conclusion, en fait, avec ce qu'ils appellent le sliding time scale. C'est-à-dire que toute histoire que tu lis se déroule environ 5 ou 6 ans après Fantastic Four #1, dont la datation continue à bouger dans le temps au fur et à mesure. C'est-à-dire que les Fantastiques sont allés sur la Lune ou enfin dans l'espace toujours 5 ans, en gros, avant la lecture du numéro que tu lis ce mois-ci. Ils appellent ça the sliding time scale, une échelle temporelle mouvante, parce que sinon, c'est pas tellement que les héros ne vieilliraient, tu pourrais trouver des astuces pour ne pas les faire vieillir. Il y en a eu plusieurs qui ont été mis dans les comics, mais surtout, tous les personnages annexes ne vieilliraient plus. Tu peux à la limite expliquer pourquoi Spider-Man, Peter Parker est immortel, tu ne peux pas expliquer pourquoi Jonah Jameson l'est. Donc, tu es obligé d'avoir une sliding time scale. Pour revenir au livre que tu as écrit, il y en a un dont tu as parlé au début, c'est The Nth Doctor, donc qui parle de tous les projets de films. Est-ce que ça a été dur aussi d'avoir accès à ça? Parce qu'il y a eu pas mal de projets de la part de la BBC. Non, ça n'a pas été dur du tout parce que tout le monde, il faut connaître l'état d'esprit des scénaristes. On est tous frustrés quand un de nos projets ne se fait pas. Et on ne rêve que d'une chose, c'est qu'on en parle quelque part et qu'on préserve pour la postérité notre petite contribution. Donc, tous les scénaristes à qui j'ai écrit ou que j'ai parlé à Los Angeles étaient ravis qu'on immortalise leur contribution. La seule exception avec qui je n'ai pas eu de contact est Andrew Skilleter pour son projet avec Tom Baker qu'il avait essayé de monter à une époque. Et là, c'est l'éditeur qui s'est chargé de le contacter et qui a je crois qu'il avait essayé de vendre son projet en roman à Virgin à l'époque, et je crois qu'ils n'en avaient pas voulu, je ne sais pas que c'est clair dans ma tête. Bref, enfin, c'est par eux que j'ai eu le résumé, je n'y ai pas consacré trop de pages,
parce que justement, je n'avais pas une coopération de l'auteur, en quelque sorte. Mais tous les autres étaient absolument ravis de m'assister dans la tâche qui consistait en essayant de... Il y avait une frontière juridique qui était un peu floue, parce que tu ne peux pas reproduire des documents sans l'accord de la BBC, etc. Donc, il faut parler de quelque chose dans un sens académique. Les gens m'ont dit des fois, pourquoi tu nous bassines avec tes efforts complètement futiles pour essayer d'expliquer pourquoi ces projets qui n'ont pas eu lieu auraient pu rentrer dans la continuité de Doctor Who. Et ma réponse, en fait, est si on n'avait pas mis ces chapitres-là, on aurait pu être poursuivi en justice pour violation de copyright. Il faut faire quelque chose qui parle de quelque chose, mais tu ne peux pas te contenter de reproduire un truc. Tu peux le commenter de façon académique ou critique en citant des extraits, ce que j'ai fait, mais tu ne peux pas te contenter de faire du copier-coller. Donc tu parles de ces films. Toi, tu as vu le téléfilm de 96 à l'époque, quand il est sorti en VHS? Oui, j'étais officiellement le fan liaison entre le producteur Philip Seagal et la communauté de fans de Doctor Who sur l'Internet. Et donc, comment tu as vu le projet quand le téléfilm, parce que tu as vu l'accueil donc qui était un peu mitigé en fonction du pays, tout le monde? Oui, l'accueil mitigé chez les fans de partout, avec globalement un plus sans réserve pour le choix de l'acteur. J'ai jamais vu de critique adressée à Paul McGann. Tout le monde était ravi de le voir dans le rôle. Également un plus pour la transition de Sylvester McCoy à Paul McGann, qui honorait le passage d'un docteur à un autre, en faisant rentrer le nouveau docteur dans la continuité. Par contre, un moins au niveau du scénario, que beaucoup de gens ont jugé un peu bric-à-brac. Et ça, c'est la télé américaine. Il faut être dans le milieu pour comprendre. Il y a un cuisinier et 12 critiques gastronomiques qui te disent il faut mettre un peu plus de sel, ah non, c'est trop salé, ah oui, mais là, moi, je rajouterai de l'eau, les gens ne vont rien comprendre. Enfin, je blâme pas du tout Matthew Jacob, le scénariste, qui est un type, d'ailleurs, au demeurant remarquable. C'est un véritable travail d'Hercule de se sortir de ce truc-là. Donc, moi, personnellement, je ne jette pas la pierre. Mais bon, il faut bien reconnaître que le scénario est ce qu'il est. Et en particulier, dans cet environnement, à cause des Américains, il y a eu cette tangente sur les origines du docteur, qui était à moitié humain, son père, etc., qui était une idée totalement venue des Américains, et qui, elle, par contre, s'est fait descendre en flammes par les fans. Voilà, donc ça, voilà, c'est les plus et les moins. Pour revenir un peu plus en arrière, tu parlais tantôt que tu avais vu les films avec Peter Cushing. Alors, oui. Je sais que le deuxième film, lui, est bien sorti en France et en Belgique avec un doublage français d'époque. Mais a priori, le premier film n'a jamais été diffusé en dehors de l'Angleterre. Le premier film, je l'ai vu à la télé en Angleterre. Ouais. Et le deuxième au cinéma Rex à Fontainebleau, effectivement. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Donc j'ai en fait vu le deuxième avant le premier. Oui, c'est comme souvent. Et qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque? Est-ce que c'était quelque chose qui avait marché en France? Rappelle-toi que quand j'ai vu en particulier le deuxième film, je n'avais jamais entendu parler de la série télé. Donc pour moi, j'ai adoré le film. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai adoré les Daleks. Et j'ai eu l'occasion par la suite de collaborer un peu avec Milton Subotsky, le producteur. Et il devait faire un troisième film, mais malheureusement, il s'est fâché avec son partenaire. La société a plus ou moins volé en éclats. Et les résultats commerciaux du deuxième film, ce qui est vraiment dommage, ont été corrects, mais n'ont pas été suffisants pour les motiver à faire un troisième film. Oui, et puis Peter Cushing était déjà pas en bonne santé à ce moment-là, donc ça n'a pas dû aider aussi. Oui, enfin, ça, j'ai pas eu écho de ça.
Ce que je sais, c'est que si tu veux, il s'est fâché avec son partenaire Rosenberg et la société après a été dissoute. Il avait un projet à l'époque où j'ai connu Subotsky. Il travaillait sur un film basé sur la série d'Heroic Fantasy Songor de Lynn Carter, qui était pas mal d'ailleurs. Ça aurait été un beau projet. Enfin, à l'époque, les moyens étaient quand même un peu ric-rac, mais ça aurait été un projet intéressant. Et donc, on avait parlé de différentes possibilités d'adaptation de. Et il m'avait dit, enfin, je lui avais posé la question sur Doctor Who. Et il avait effectivement l'idée de faire un troisième film qui aurait été vaguement basé sur The Chase. Mais bon, c'est resté, il n'y a jamais eu de scénario, rien du tout. C'est resté à l'idée d'un projet, quoi. Maintenant, on va changer de sujet. Parce que tu as écrit beaucoup de scénarios pour les comics, même pour la télé, Oui. puisque je sais que tu as écrit Oui. 2 épisodes pour la série The Real Ghostbuster. Oui, c'est exact. D'ailleurs, dont un qui se passe à Paris, c'est assez marrant. Oui, absolument. Oui, qui a beaucoup plu. Hein. Oui, c'est un des très bons épisodes. Alors, je ne sais pas s'il a été doublé en français, parce que la série n'a pas été doublée dans son intégralité en français. Mais je sais que dans le milieu du fandom, c'est un épisode qui est en général assez apprécié. On a eu la grande satisfaction de recevoir, après les épisodes passés à la télé américaine à Los Angeles vers 3h de l'après-midi, et à 3h30, enfin le temps que l'épisode passe, le téléphone sonne, et c'était Harlan Ellison lui-même qui nous a appelés pour nous féliciter sur l'épisode. Ça fait plaisir. On a créé aussi un personnage qui a été repris par d'autres dans la série Ghostbusters, qui était l'inspecteur Frump, un espèce de gros flic vaguement inspiré du Harvey Bullock de Batman, qui en voulait en particulier à Peter Venkman, qui était vraiment décidé à le foutre en tôle. Et j'ai su par la suite que le personnage avait été repris dans quelques autres épisodes ultérieurs de la série. Ça fait plaisir. Tu aimes toujours Oui, ça laisse une trace, ça s'en va. Oui. Ça veut dire que c'est bien apprécié. Mais tu édites aussi de ton côté. Tu as édité pas mal de livres de textes français un peu perdus, un peu dans l'oubli. Notamment un qui s'appelle le Docteur Oméga. Est-ce que tu saurais nous présenter ce que c'est? Parce que il y a beaucoup de fans français qui ne savent pas l'histoire qui est autour de ça, la coïncidence que c'est et d'où ça vient. Alors très volontiers. Vers la fin des années 90, Randy et moi avons écrit un très gros bouquin pour un éditeur universitaire américain qui s'appelait, sans la moindre poésie, French Science Fiction, Fantasy, etc. Et qui était en fait une histoire de la science-fiction, de la fantasy, de l'horreur et un peu le roman populaire français, d'accord? Et ça débordait sur le cinéma, la télévision, mais bon, ça on ne va pas en parler. Donc, on a fait des recherches, c'était quand même la fin des années 90, les recherches étaient possibles, mais n'étaient pas quand même, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas Wikipédia. Honnêtement, on ramait, c'était pas évident. Et au détour de ces recherches, je suis tombé sur un bouquin français qui avait été publié en 1906 et réédité en 1928. C'est d'ailleurs l'édition 1928 que j'ai eu sous la main la première. Par la suite, j'ai acquis l'édition 1906. Mais c'était un peu plus difficile à trouver et surtout plus coûteux. Et c'est un bouquin qui était écrit par un monsieur qui s'appelait Arnould Galopin, qui avait à la fois travaillé dans le roman populaire, le feuilleton, enfin bon, le bas de gamme, il faut dire ce qui est, mais avec beaucoup d'imagination, mais qui avait également gagné des prix pour ses romans de littérature sérieuse, dont un roman sur la Première Guerre mondiale, etc. Bon, alors moi, après avoir lu le Docteur Oméga, et surtout vu les illustrations intérieures, les deux versions 1906 et 1928 sont illustrées par deux dessinateurs différents, mais j'ai complètement flashé parce que les illustrations ressemblaient goutte pour goutte, excepté peut-être pour une mèche sur le front, à William Hartnell. Et alors, en plus, il s'agit d'un savant fou, excentrique, on va dire, qui construit une machine à voyager dans l'espace dans son hangar, c'était souvent courant,
et qui se balade avec deux acolytes, deux compagnons, on dirait, etc. Alors, son astronef n'est pas plus grand dedans que dehors, donc c'est pas un TARDIS. Il a une forme vaguement d'obus, comme l'obus de Jules Verne dans De la Terre à la Lune. Mais il est recouvert d'une substance stélite qui en fait repousse l'espace-temps et la gravité comme on les conçoit. Donc, c'est pas un très grand bond en avant de dire qu'il peut voyager dans l'espace, mais également dans le temps, si tu veux. Bon, alors, le bouquin de 1906, il présente plusieurs intérêts, mais surtout, il présente deux défauts. C'est que d'abord, comme beaucoup d'ouvrages, surtout populaires de l'époque, il est incroyablement raciste. Et il faut arrondir les angles, parce que sinon, c'est un peu odieux. Pense qu'à la fin du bouquin, ils reviennent avec ce petit martien intelligent, qui est même plus intelligent qu'eux, et ils le foutent dans un zoo. Oui. C'est invraisemblable. Oui, c'est invraisemblable, oui. On croit rêver. Hein. Rappelle-toi qu'à l'époque, les colons blancs ramenaient des Noirs en Afrique et on les mettait dans des zoos. Hein. Je n'invente rien. Donc, bon, la deuxième chose, c'est que Galopin écrivait au jour le jour, et il y avait des incohérences dans son bouquin, dans l'intrigue, il y avait des trucs qui ne tenaient pas debout. Bon. Ceci étant, il restait quand même un truc intéressant, et je me suis toujours posé les questions suivantes. Premièrement, pourquoi, en dépit de toutes les règles du métier, n'a-t-il pas donné une origine à son personnage? Bon, parce que Oméga, ce n'est pas un nom, c'est un surnom. En français, tu ne t'appelles pas Oméga. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Oméga, toi? Bon. Ou Alpha ou Gamma? Bon. Donc, première question. Je veux dire que quand tu lis n'importe quel roman populaire, Monte Cristo, Les Habits Noirs, Rocambole, tout ce que tu veux, les personnages ont des origines. Même si des fois elles changent ou elles sont revisitées, il y a une origine. Pourquoi Galopin n'a-t-il pas donné d'origine à son personnage? Ça va contre toutes les règles du métier. Deuxièmement, quand les héros se retrouvent coincés sur Mars, à la fin du livre, qu'est-ce que fait le docteur Oméga? Il met une espèce de radio intersidérale en action et il appelle un de ses collègues qui s'appelle le professeur Helvétius, qui est tout aussi capable que lui d'avoir sous la main un vaisseau spatial pour venir les chercher. Bon, littérairement, c'est d'une incompétence remarquable. En tant que Deus ex machina, on se demande comment il s'est dit, mais enfin là vraiment je prends les lecteurs pour des couillons. Bon, mais la question se pose. Qui est ce professeur Helvétius? Pourquoi a-t-il un vaisseau spatial sous la main? Comment se fait-il qu'il est un collègue du docteur Oméga? Tu vois les possibilités qui sont ouvertes par ce roman. Donc, ce que j'ai fait deux éditions du livre. Une aux États-Unis, qui, suivant le modèle qui avait été donné par Philippe Joseph Farmer quand il avait réécrit un des romans de Rodney Heney, Iron Castle, j'ai traduit et réécrit le docteur Oméga en supprimant le racisme, en nettoyant en corrigeant les erreurs logiques d'intrigue, en rajoutant des allusions subtiles ou non seulement à Doctor Who, mais également à Arsène Lupin et un ou deux autres trucs. Mais dans l'ensemble, je dirais que 98% du roman est le même. Les allusions sont des allusions, sont des clins d'œil, ça ne change pas la nature du roman. Par contre, en France, chez Rivière Blanche, j'ai réédité le texte français dans son intégralité sans changer une virgule. Oui. Donc n'importe qui peut l'acheter en VF et le lire tel qu'il a été écrit en 1906. Ouais, c'est intéressant parce que je sais que pendant un temps, on s'était dit
que la BBC, quelqu'un à la BBC, en fait, s'était un peu inspiré de ce Non, bouquin. non, Ce qui est non. non, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. En 1963, ou on va dire entre 60 et 63, l'édition de 28 était d'Albin Michel depuis longtemps épuisée. Le roman, et d'ailleurs son auteur avait sombré dans un oubli injuste. Il y a 0,0001% de chance qu'il n'y ait jamais une connexion. Par contre, dans l'inconscient collectif, c'est comme la roue fulgurante de Jean Daïr, tu as des soucoupes volantes qui enlèvent les gens 30 ans avant les soucoupes volantes. Oui, c'est ça. C'est quelque chose où on y revient toujours, quoi. C'est des concepts Des archétypes, des te archétypes. dirais-je. Des archétypes. Enfin, c'est très intéressant. Je sais que je l'ai lu en partie, d'ailleurs, ton édition. Parce que j'ai quasiment toutes les éditions d'origine, notamment celle de 1906, qui est très belle, parce qu'elle est très reliée. Elle est grande, par contre. Oui, cuir Oui. rouge, très belle gravure de Bouhard. Oui, oui, absolument. Elle est malheureusement un peu fragile, et c'est assez dur d'en trouver un maintenant. Ah oui. C'est Oui, la mienne n'est pas dans un état extraordinaire non plus, oui. Donc, mais au moins, il y a ton édition qui permet de profiter du texte et qui est vraiment une coïncidence assez marrante pour le public français, en fait, d'avoir ce texte qui semble être une histoire perdue du premier docteur. Ben, on a depuis publié dans Tales of the Shadowmen, repris dans 2 volumes, des tas de nouvelles de mettant en scène le Docteur Oméga, écrites par d'autres auteurs anglo-saxons, qu'on a publié en deux collections, Dr. Omega and the Shadowmen et Dr. Omega and the Shadowmen tome 2 qui viennent sortir ce mois-ci. Et donc, c'est des auteurs anglo-saxons qui se sont amusés à à écrire des nouvelles mettant en scène le Dr. Omega, qui est devenu un espèce de succès d'année, on pourrait dire, du Doctor Who période Hartnell. Et d'ailleurs, le personnage qui est dans le domaine public m'a échappé, puisque John Peel et Andrew Skilleter ont fait eux-mêmes des romans du Docteur Omega, je crois qu'il y en a eu 2 ou 3. Il y a eu une version, il y a une espèce de court-métrage, enfin un truc visuel qui a été fait, ou audio qui a été fait avec. Et je crois que d'après la Doctor Who Wiki, si tu creuses dur, tu trouves qu'il y a des références maintenant à Doctor Omega dans Doctor Who. En particulier, la référence qui m'amuse le plus, je crois que c'est dans un livre, c'est que le 23 novembre 1963, dans l'univers de Doctor Who, c'est Doctor Omega qui passe à la télévision. Ah oui, oui, je vois. C'est amusant, oui, non? C'est amusant, oui. Ça, c'est amusant. On va revenir un peu plus sur Doctor Who, notamment Terrence Dicks, qui avait fait. Oui. D'ailleurs, il y a une préface de Terrence Dicks dans ton édition du Docteur Omega. Oui. Apparemment, tu l'as. Ah oui, il a été absolument fasciné. Oui, alors Terrence Dicks. Oui, pardon, Philippe. Oui, tu connais, ça a été un ami assez proche. Et il nous a quittés malheureusement. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Alors, Terrence a été plus qu'un ami au fil du temps. Il est devenu un véritable mentor pour moi dans ma carrière d'écrivain. Alors, c'est assez amusant parce que donc Terrence Dicks, il a répondu à l'interview que j'avais envoyée par courrier pour le dossier de l'écran fantastique. D'ailleurs, je crois que son interview est dans l'écran fantastique. Voilà. Puis, on a continué à correspondre. Et on est allé, en novembre, on est allé en France pour est-ce que c'est la première année où on l'a connu? Ça y est, maintenant, ça y est, je me souviens. Ça devait être fin 80. J'hésite de savoir si on parle de décembre 79 ou décembre 80. J'ai un doute sur l'année exacte. Ce que je peux dire, c'est que la séquence d'événements est la suivante. Doctor Who passait à la télévision à Los Angeles sur la chaîne 58. Ou 52, un doute. Il y a, à un moment donné, un groupe de fans locaux, une poignée, pas énorme,
qui ont décidé de faire la première convention Doctor Who à Los Angeles qui aurait lieu en décembre de cette année-là. Bon. Le festival du film de science-fiction d'Alain Chilukov se déroulait au Grand Rex en novembre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on allait au festival en tant que membre de l'écran fantastique, d'accord? Bon, les dates coïncidaient à peu près, c'est-à-dire que tu pouvais aller au festival, rentrer à Los Angeles, et une semaine plus tard, tu avais la convention Doctor Who, début décembre. Bon. J'ai écrit à Terence Dix en disant, est-ce que vous voulez qu'on se retrouve à Paris pour le festival? Je vous fais inviter, vous serez membre du jury. Et ensuite, vous nous suivez, vous revenez avec nous à Los Angeles et on va à cette convention Doctor Who. Et en plus, il avait des contacts, enfin, sa série de Baker Street Irregulars avait été optionnée par Disney, etc. Terence Dix m'a répondu, tout ça par courrier, absolument, c'est fantastique, parfait. Alors aussi, à l'époque, il existait une compagnie aérienne qui s'appelait Freddie Laker, où tu pouvais te présenter à l'aéroport, acheter ton billet et partir dans l'avion. Et oui. Alors, fort de ça, je téléphone. Alors, la raison pour laquelle je sais qu'il y a une convention, c'est parce que les fans ont convaincu la chaîne 58 de passer une pub après Doctor Who pour annoncer la convention, d'accord? Qui avait lieu dans un hôtel sur Sunset Boulevard. J'ai oublié le nom de l'hôtel. Alors, j'appelle la chaîne télé et je dis, écoutez, je suis copain avec Terence Dix, scénariste de Doctor Who. À l'époque, mon bouquin n'existait pas, hein, le Doctor Who Program Guide. Ça l'intéresserait de venir à la convention. Est-ce que vous pourriez me mettre en contact, passer le message aux organisateurs? Pratiquement dans l'heure qui suit, je reçois un coup de fil hystérique de l'un des fans organisateurs de la convention. C'était peut-être Lucy Chase Williams, mais j'en suis pas sûr, qui n'aurait jamais rêvé dans sa vie d'avoir un invité extraordinaire comme Terence Dix. Alors, donc, nous, on va à Paris. Terence Dix va à Paris. Et alors, on se rencontre, on s'apprécie, on prépare notre retour sur Los Angeles, on se retrouve à l'aéroport de Gatwick à 7 h du matin pour acheter les billets pour le vol de retour sur LA. Mais entre-temps, Terence Dix, il a toujours des relations à la BBC. Je crois qu'à l'époque, il travaillait sur une série de trucs policiers classiques, machin, un truc comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la cafétéria, il déjeune avec Graham Williams. Enfin, il voit à l'époque, c'était Graham Williams, hein, pas encore Jonathan Turner. C'était l'époque qui précédait le tournage de Shada. Oui, donc c'est l'année où il y avait Douglas Adams aussi qui était script editor. Oui, alors, qu'est-ce qu'il fait Terence Dix? Ça, je le tiens de Terence lui-même. Ben, amicalement, il se vante. Il dit, ah oui, moi, la semaine prochaine, je suis invité à faire partie d'un jury pour le Festival du film à Paris. Et après, je vais à Los Angeles pour une convention Doctor Who, je suis invité aussi. La gueule de Graham Williams. Ouais, c'est moi le producteur Doctor Who, c'est moi qui devrais être invité, c'est pas Terence Dix. Je force un peu la lotte, mais alors, à l'époque, tu sais que Shada a été interrompu à cause de la grève. Oui, c'est ça, oui. Ils n'ont pas pu le terminer. Tu connais l'histoire. Donc, je rentre à Los Angeles avec Terence et je reçois... Alors, à l'époque, mon vieux, il n'y avait pas Federal Express. Tu n'avais pas de communication instantanée, sauf ce qui coûtait des fortunes. Je reçois un téléx. Je ne sais même pas si aujourd'hui on sait ce qu'est un téléx. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui sache, effectivement.
Je reçois un téléx transmis par le facteur à bicyclette, pratiquement, envoyé par Jane Judge de la BBC, qui dit, texto, Graham Williams et Tom Baker souhaiteraient venir à Los Angeles, est-ce possible? Tu te rends compte? L'un de mes coups de fil les plus savoureux de mon existence, c'est j'appelle l'organisatrice, ça devait être Lucy Chase Williams, je pense. Et elle lui dit, vous savez, en plus de Serendix, il y a Graham Williams et Tom Baker qui va venir, est-ce que c'est OK pour vous? On entend un silence, plomp, elles viennent s'évanouir. Oui. Alors, cette convention qui a eu lieu le 5 décembre, je crois, de cette année-là, un temps superbe en hiver, un beau jour. Quand ils ont annoncé à la télé, pratiquement une semaine avant, qu'il allait avoir Tom Baker, mais tu ne peux pas imaginer la folie que ça a été. Oui, j'imagine. Oui. À tel point qu'il y avait l'hôtel ne pouvait même plus assurer la foule pour les faire de dédicaces. Ils ont été sur la plage Santa Monica pour faire signer Tom Baker. Ça a été un truc mais extraordinaire. Du coup, le malheureux Terence en était presque relégué parce que quand tu as Tom Baker comme invité extraordinaire, comme a dit Terence, en plus c'était Tom Baker et Graham Williams qui étaient venus en première classe, avaient copieusement profité de l'alcool gratuit qui est servi à bord des vols en première classe. C'était bien amusé. Donc, ils sont arrivés dans un état qu'on pourrait qualifier de gay, pas au sens homosexuel, mais très gay, mais par contre totalement cohérent et capable de marcher. Mais alors, vraiment, de mon temps, disait pompette. Et alors, Tom Baker faisait un peu le pitre, parce qu'il est... Et je me rappelle, Terence a dit, on pourrait pratiquement rouler son corps sur un brancard, que les fans seraient satisfaits. Et se contenteraient de le toucher, tu sais, comme les reliques des saints. Il ne pouvait, je veux dire, c'est un succès. Je pense, en plus, les anglo-saxons, les Anglais n'avaient pas l'habitude des conventions américaines. Ils ne connaissaient pas les Américains, ils ne connaissaient pas les fans américains, où là, c'était du niveau des Beatles, tu vois. Et puis, une admiration inconditionnelle. Je crois qu'il y a au moins une nana qui a réussi à soudoyer un portier quelconque pour se mettre dans la chambre de Tom Baker et l'attendre au lit. Tu vois, en fait, tu ne peux pas imaginer ça en Angleterre. Non, c'est assez rare. Non. Donc, ça a été un immense succès. Et Terence a profité de l'excellent, superbe beau temps qu'il faisait cette année-là en décembre. Et il en profitait alors. Il partait avec moi le matin au Crédit Lyonnais, au centre de LA, et après il prenait le bus. Il allait voir Disney, il allait voir Paramount, il faisait les boutiques, les librairies d'occasion sur Hollywood Boulevard. Jusqu'au moment où on a commencé à recevoir des appels téléphoniques de sa femme. Rappelle-toi, c'est Laker, il n'y avait pas de réservation. Donc pas de billet de retour. Jusqu'au moment où on a commencé à recevoir des appels légèrement soucieux de sa femme qui disait « Mais quand c'est qu'il rentre, Terence ?» Il était resté aux États-Unis. Ah, il était ravi d'être à Los Angeles. Ça a été un mois de décembre inoubliable. Et donc, il est revenu par la suite plusieurs fois, de nombreuses fois, dont à l'époque du projet de Phil Seagull, où coïncidentalement, il est venu nous voir avec Barry Letts. Et on était en train de déguster une glace à Santa Monica, près de la plage, quand le téléphone de Randy sonne, et c'est Leonard Nimoy en personne qui dit « J'ai appris que Terence Dix et Barry Letts sont là, j'aimerais leur parler pour en quelque sorte avoir des informations sur Doctor Who ». C'était l'époque où Leonard Nimoy devait faire... C'était le projet dans mon livre de The Nth Doctor, c'était le projet scénarisé par Dennis Martin Flynn. Voilà. Et imagine, on est sur la plage, on reçoit un coup de fil de Leonard Nimoy qui demande à nous voir.
Donc du coup, le lendemain, on est allé tous les quatre dans sa superbe maison à Bel Air. Donc Terrence adorait venir à Los Angeles. Et par la suite, Voilà. par la suite, en fait, tu as gardé contact avec lui jusqu'à la fin de Jusqu'au jusqu'au bout. bout, oui. Jusqu'au bout. On s'appelait pour les vœux, de temps en temps qu'il y avait des nouvelles amusantes. Oui, oui. Et je suis toujours en contact avec son épouse et un de ses fils. Et il te parlait de Doctor Who de temps en temps ou c'était vraiment... Euh, Finalement, en fait, pas trop après, parce qu'il n'était pas vraiment très connecté à la nouvelle série. Il a écrit quelques romans qui se situaient dans cette période-là, bien sûr. Mais en fait, bon, tu sais, pour nous deux, c'était une époque où on avait tourné la page. Oui, quoi. c'est ça, oui. C'est ça. Ah, c'est vraiment très intéressant parce que... Là vraiment, je fais de l'archéologie. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu regardes la série actuelle? Régulièrement, je n'ai pas manqué un seul épisode de Doctor Who depuis son retour. Est-ce que tu as vu la saison qui a été diffusée sur Disney+, juste là, qui vient Oui, juste de se terminer? Qu'est-ce que tu en penses? oui, oui. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bon, les scénarios comme souvent chez Russell T. Davies, un peu du n'importe quoi à la fin. Parce qu'on sort en lapin d'un chapeau et on dit voilà. Bon. Mais ça, il était coutumier du fait avant, donc je ne vois pas en quoi ça a changé. Hein. Il n'a jamais su écrire des fins logiques qui a été amené par ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça a toujours été comme ça. Bon. J'aime beaucoup Ncuti Gatwa, ceci étant, il me paraît un peu soft. Il est très bien dans le genre docteur émotionnel, etc., mais je trouve qu'il lui manque un aspect un peu dur. Qui était capable Pour moi, il me fait penser à Peter Davis. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand il menace un vilain, tu as toujours l'impression que c'est pas très sérieux. J'aime beaucoup Peter Davison. Hein, on l'a rencontré d'ailleurs quand on a été chercher les documents concernant la dernière saison de Tom Baker au bureau de la BBC. À un moment donné, moi, je suis en train de casser des papiers. Et à un moment donné, Randy m'envoie un coup de coude en disant « Mais t'as pas vu qui est dans le bureau ?» Et je la regarde comme une imbécile. Il y avait Peter Davison. Il était tellement transparent que je n'avais pas remarqué sa présence. Ouais, c'est quelqu'un d'assez calme, en fait. C'est quelqu'un d'assez réservé. Mais très gentil, au demeurant très gentil et capable, en tant qu'acteur, d'une grande subtilité de changement de personne, etc. Et je l'adore en tant qu'acteur. Il y a un acteur noir qui est dans une série sur Netflix britannique qui s'appelle Geek Girl. Son personnage s'appelle Wilbur, mais je ne sais pas le nom de l'acteur. Et en regardant Geek Girl, je me suis dit c'est plutôt lui qu'ils auraient dû choisir. Parce qu'en fait, c'est Ncuti Gatwa, il joue un peu comme Ncuti Gatwa, il a le même style un peu gay, en fait, etc. Mais par contre, quand il fronce les sourcils et qu'il a l'air sérieux, je peux t'assurer que tu as les chocottes. Et ce n'est pas le cas de Ncuti Gatwa. Donc, si tu veux, je regrette un peu. Quand David Tennant menaçait les gens, tu avais l'impression qu'il était sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, il n'y a que 8 épisodes, alors peut-être que la prochaine saison, on verra des choses un peu plus... Non, à mon avis, les acteurs sont ce qu'ils sont. Tu peux pas... C'est ton perso. Doctor Who, tu sais, c'est pas un rôle de composition. Doctor Who, c'est toi. Et si toi n'es pas suffisamment doctoriche, ben, ça reste comme ça. Par exemple, Jodie Whittaker, qui est une actrice formidable, elle aussi, c'est pareil, elle a fait des efforts surhumains pour être charismatique, etc., Doctor Who, mais n'empêche, elle n'y est jamais vraiment arrivée. Oui, il y a beaucoup de gens qui reprochent un peu au docteur de Jodie de manquer de quelque chose, malheureusement. Oui, tu as des docteurs comme... tous les docteurs classiques, sauf Peter Davison, ont à mon avis cette qualité. Et certainement, Eccleston, Tennant et Matt Smith l'avaient aussi. Peter Capaldi aussi, d'ailleurs. À mon avis, il est sous-estimé, Peter Capaldi. Surtout dans ces dernières saisons, et je trouve qu'il est vraiment très bon. Il est très bon et je regrette qu'au début, il est tiré un peu vers le côté clown, alors qu'en fait, c'est un docteur... Mais Jodie Whittaker, je l'aime bien en tant qu'actrice, hein, mais c'est pareil.
c'est des gens que quand ils menacent un alien, c'est pas très charismatique. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, si tu veux, moi je suis un inconditionnel de Doctor Who. Il n'y a pas de Doctor Who que je n'aime pas, de Unearthly Child à Theory of Ruby Rock. Bon, je les aime tous. Mais disons que, j'aimerais quand même, avec tous les années de métier qu'il a derrière lui, il n'est pas seul, ça serait quand même bien que Russell T. Davies, il y ait quelqu'un qui lui dise, quand il lit ses scripts, oui, Coco, mais à la fin, là, tu sais, tu amènes des trucs, mais tu aurais pu les... Enfin, je veux dire, ça fait pas très pro. Oui, c'est toujours un peu bizarre. Oui, c'est un peu gênant quand même. Mais sinon, à part ça, bon, c'est deux commentaires négatifs, qui ne sont pas vraiment d'ailleurs, parce que... Mais en fait, sinon, à part ça, je veux dire, oui, moi, j'ai bien aimé... Non, je suis ravi. Oui, tu sais, je suis un inconditionnel de Doctor Who, donc j'imagine mal qu'il puisse faire un Doctor Who que quelque part je n'aimerais pas regarder. Oui. Bah, j'espère que ça va continuer comme ça en tout cas. Ben, la seconde saison, un truc par contre, pour être positif, un truc que j'aime bien chez Russell T. Davies, qui est un truc qui est très pratiqué aussi en comics, c'est sa capacité de mettre des subplots qui porteront fruit plus tard, et de laisser au hasard des épisodes des indices sur un mystère qui sera résolu un peu plus tard. Par exemple, avec Russell T. Davies, je suis impatient de voir le prochain épisode. Ce qui n'était pas le cas avec Jodie Whittaker. Où j'attendais l'épisode, je le voyais, mais j'y pensais pas autrement. Alors que là, c'est vrai, il y a Là, quelque chose par qui nous exemple, accroche. il y a toujours un truc qui te met en dessous, que ce soit Torchwood, Wolf, Big Bad Wolf, etc. Il y a toujours un truc qui t'accroche, qui te titille, et tu as envie de voir la suite. Là, par exemple, c'est Mrs. Flood. Tu as envie de voir la résolution de l'intrigue concernant Mrs. Flood. Oui, effectivement, oui. Et peut-être qu'on aura des résolutions dans la prochaine saison. On ne sait jamais. On aura une résolution dans la prochaine vidéo. Donc ça, si tu veux, c'est le propre des scénaristes de romans feuilletons remontant à Paul Féval ou Constant Duterrail, et des scénaristes comme Stanley ou Roy Thomas, où tu avais toujours envie de lire le prochain comic. Oui, ils arrivent à captiver le lecteur, à lui donner envie d'acheter le prochain numéro. Voilà, et ça, Russell T. Davies, il a ça. C'est un véritable feuilletoniste. Et d'ailleurs, ses problèmes pour résoudre ses romans sont caractéristiques des auteurs de romans feuilletons. Certains diraient même que c'est un peu trop proche de ce que fait Marvel actuellement avec leurs séries. Même si, bon, Disney n'a aucun contrôle là-dessus, mais il y en a beaucoup qui critiquent un peu l'espèce de marvelisation de Doctor Who. C'est probablement vrai, mais dans des très grandes lignes. Et c'était vrai avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas me dire que les premières saisons avec Eccleston ou David Tennant sont substantiellement, d'un point de vue dramatique, différentes de ce qui est en train de se faire. Il y a plus de différence entre Chris Chibnall et Russell T. Davies qu'il y en a entre Russell T. Davies aujourd'hui et Russell T. Davies il y a 10 ans. Chris Chibnall, c'était véritablement une départure. Dramatiquement parlant, il avait une façon d'approcher les récits et les histoires qui étaient fondamentalement différents. Moffat et Davies, pas vraiment. Ils font partie de la même famille d'écrivains. Mais Chibnall, là, on avait une départure qui était très différente. Alors, que l'école Moffat-Davies fasse écho, en fait, se retrouve dans l'école Marvel, ben, c'est tout à fait normal parce que là, tu parles aux grands spécialistes des romans du feuilleton du 19e siècle. Je peux te tracer une ligne droite de Marvel à Paul Féval au niveau des Dickens, tout ce que tu veux, au niveau des archétypes littéraires. Là, on n'a pas inventé la poudre, hein, attention. Donc, si tu veux, là, c'est pas surprenant.
Moi, personnellement, je suis également un inconditionnel de Marvel. Donc, de toute façon, pour moi, c'est pas une critique. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aveugle aux critiques, même justifiées, qu'on peut adresser à tel ou tel projet. Mais en fait, dans l'ensemble, j'ai grandi avec l'univers Marvel, donc j'aime cet univers, comme l'univers Doctor Who. Donc, à la limite, dès qu'il y a un projet Marvel, à l'heure où il tombe, boum, je suis devant la télé. Oui, effectivement. Ah bah, très bien. Je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. C'était super intéressant. Je pense que ceux qui nous écoutent auront trouvé beaucoup d'informations qu'ils ne connaissaient pas. Donc, pour rappel, le Docteur Omega est toujours disponible à la vente. Oui, je fais www.riviereblanche.com. Catégorie hors série. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres aventures, donc tu parlais de recueils écrits en anglais cette fois-ci du Docteur Omega. Oui, alors ça c'est sur pour les anglophones, c'est sur Black Hot Press, donc www.blackhotpress.com. Oui. Et les deux recueils, en fait, ça accomplit toutes les nouvelles avec Docteur Omega écrites par d'autres. Ça s'appelle Doctor Omega and the Shadowmen, tome 1 et tome 2. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour parler de tout ça. Voilà. Et bah, je vais te dire à bientôt. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était vraiment bien. C'était vachement bien. Ouais, c'était vachement bien. C'est le genre de personne qui t'écoute pendant des heures, en fait. Oui, c'est ça. À un moment donné, je me dis, il digresse, mais enfin bon, ça va. Il digresse sur le Leonard Nimoy, c'est comme si. Oui, c'est pas grave. Il a de ses anecdotes. Effectivement, il y a de super anecdotes. Il y en a d'autres. Il a plein d'anecdotes. Hein, c'est juste qu'il ne pouvait pas tout raconter, bien sûr, en 1 heure, à peu près 1 heure d'interview. Mais on a fait, je dirais, le plus gros, le principal. Oui. Parce que, effectivement, après l'écriture des 4 livres dont il parlait, il n'a pas eu un contact spécifique avec Doctor Who, en fait. Oui, vraiment seulement pour le film, quoi, c'est tout. Donc, tu peux me rappeler les 4 bouquins qu'il a écrits? Bien sûr, je te retrouve ça tout de suite. Alors, il y a le épisode guide. Non, plutôt, c'est pas l'épisode guide, le programme guide, pardon. Programme guide, oui. Voilà, qui est sorti en 2 volumes, puis qui a été, donc ça c'était en 81, il a été réédité en 89 en un seul volume en fait. D'ailleurs, avec tous les épisodes. Voilà, oui, parce que ça va jusqu'à la fin de Sylvester McCoy cette fois-ci. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle The Terrestrial Index, et en 91, en 91, pardon. The Universal Data Bank, en 92, et The Nth Doctor, celui dont vous parliez justement un peu plus tôt. Alors ça, c'est 4 livres qui parlent de Doctor Who, mais il écrit énormément de livres, enfin, la manière dont il parlait dans l'interview, j'avais l'impression qu'il en avait écrit 4-5. Non, il en a écrit beaucoup plus. Ah, il écrit beaucoup plus. Il a vraiment écrit, voilà, c'est ça. Et en fouillant un petit peu, oui, j'entendais qu'il parlait de Real Ghostbusters. Il a aussi travaillé sur la bande à Picsou. Oui, il a écrit un épisode de la bande à Picsou. Donc voilà, je vais te préparer des petites questions à lui poser la prochaine fois que tu pourras l'interviewer. Je pense, oui. De toute manière, on va le réinviter pour un Gaycast. On verra si la prochaine fois tu seras là ou pas, parce que honnêtement c'est devenu chiant d'enregistrer par téléphone maintenant. Oui. Mais il y a plein d'autres sujets qu'on va aborder, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, par exemple, c'est les comics Marvel Doctor Who. Oui. Parce qu'il a des choses à dire dessus. Il n'a pas travaillé spécifiquement sur les comics, il n'a pas écrit d'aventure, mais il a des infos parce que c'est un spécialiste du comics. Hein. Oui. Il a vraiment beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc effectivement, vous l'aurez entendu dans le Gaycast, pas tout de suite. faut pas trop. D'ailleurs, il a écrit pour des comics, il a écrit pour Doctor Strange. Oui, c'est ça. Oui. C'est donc, il a eu une bonne carrière de scénariste. Il a travaillé sur des What If aussi. Et surtout, si vous voulez, parce que les bouquins Doctor Who, maintenant, ils sont disponibles que d'occasion. Oui. Mais les livres Doctor Omega, eux, sont disponibles en neuf, comme il disait, comme quand on en parlait dans l'interview. Oui. Donc, ils sont disponibles chez... j'ai oublié, c'est Rivière Blanche en français. Oui, c'est ça, Rivière Blanche en français. Mais j'ai oublié le nom de l'éditeur anglais. Et je peux vous dire qu'on le trouve dans certaines librairies, parce que notamment nous, notre édition, on l'a acheté dans une petite librairie de Rennes. Oui, spécialisée en science-fiction, fantasy, fantastique. Voilà. Donc c'est faisable de les trouver, je pense, en magasin. Tout à fait. Après, vous attendez pas à trouver ça à la FNAC, hein, quand même. Voilà.
Je vois pas d'autres qu'on peut rajouter. C'est un type super sympa. Très accessible, je trouve. Ouais, j'ai hâte de le rencontrer en vrai parce que pour l'instant, je l'ai jamais vu en vrai. Donc il y aura peut-être une occasion. Peut-être. Et on va vous dire au rendez-vous au prochain Gaycast. Ce sera probablement la saison 3 qu'on va dire. On va finir par y arriver. Oui, on va y arriver. On a déjà enregistré l'épisode de Noël et on a déjà vu le premier épisode de la saison 3, donc ça va arriver. Oui. On se prend une petite pause aussi avec l'été, puisqu'au mois d'août on va partir quelques jours, donc à mon avis pendant le mois d'août il n'y aura pas de Gaycast, mais en tout cas à la rentrée septembre on va continuer sur la saison 3. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager l'interview parce que c'est vachement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et c'est vachement qui ne connaissent pas l'implication finalement d'un, à la base, fan français dans la vie de Doctor Who en tant que série, et même pas que dans le fandom en fait. Hein. Il n'a pas tellement participé au fandom à part en allant en convention. Non, je suis sûr qu'il a travaillé, il a été dans des clubs. Oui, mais son implication, c'est vraiment fait ressentir dans la série même. Oui, voilà. Et rendez-vous dans le prochain Gaycast et puis Vavoom.